Je m'appelle Antoine. Depuis 35 ans, je vis au rythme des lignes blanches qui défilent sous mes roues. J'ai vu le monde changer à travers le pare-brise de mon camion, ce géant de métal qui est autant ma maison que mon outil de travail. J'ai transporté de tout, des vivres frais aux machines industrielles, traversant des tempêtes de neige aveuglantes et des canicules capables de faire fondre le goudron. Je ne suis pas un homme qui croit aux fantômes ou aux légendes urbaines. Je crois en ce que je peux toucher. Le volant froid le matin, l'odeur du café noir, le grondement rassurant du moteur diesel sous mes pieds. Mais ce qui m'est arrivé sur cette route désolée, une langue d'asphalte oubliée au milieu d'un désert de rocailles et de poussière, défie toute logique. C'est une histoire que je garde généralement pour moi, car la frontière entre la vérité et la folie est parfois aussi mince qu'une feuille de papier à cigarette. C'était l'automne. Je transportais une cargaison urgente vers l'est. Pour gagner du temps, j'avais choisi un itinéraire secondaire, une route directe mais terriblement isolée. Pour un routier, ce genre de trajet est habituellement un paradis. Pas de trafic, pas de ville, juste la conduite pure. Mais il existe un vide différent là-bas, un silence profond, presque spirituel, qui peut s'infiltrer dans votre esprit si vous n'y prenez pas garde. Le paysage était vaste et impitoyable. Une mer d'arbustes secs et de montagnes floues à l'horizon, sous un ciel si grand qu'il semblait vouloir vous aspirer tout entier. Le soleil se couchait alors que je m'engageais sur ce tronçon particulièrement désert. Le ciel était une fresque violente d'orange brûlé et d'indigo profond. C'était beau mais d'une beauté mélancolique. La solitude de la route commence vraiment à peser quand la lumière décline. Mes seuls compagnons étaient le bourdonnement de mes pneus sur la chaussée et le grésillement sporadique de la radio qui restait désespérément muette d'autres voix humaines. Vers 22 heures, j'étais profondément enfoncé dans ce territoire sauvage. La dernière trace de civilisation que j'avais croisée était une station-service en ruine, fermée depuis des décennies. La lune était pleine, un disque d'argent brillant qui projetait des ombres longues et étranges sur le désert. La route s'étirait devant moi comme un ruban d'encre disparaissant dans les ténèbres. À l'intérieur de la cabine, les lumières vertes de mon tableau de bord diffusaient une lueur apaisante. J'avais mon café, mes graines de tournesol et le rythme régulier de la route. Tout était normal. La première anomalie s'est produite vers 22h15. La musique douce qui m'accompagnait ne s'est pas simplement estompée. Elle a été tranchée net, remplacée par un mur de bruit blanc. Ce n'était pas le souffle habituel d'un signal faible, mais une statique lourde, agressive, presque texturée. Cela ressemblait au bruit de milliers d'insectes invisibles bourdonnant directement à l'intérieur des enceintes. J'ai manipulé les boutons, scannant toutes les fréquences. Rien. Juste ce même vacarme assourdissant sur chaque canal. J'ai fini par éteindre la radio, préférant le silence à cette agression sonore. Mais le silence qui a rempli la cabine était soudainement trop vaste, trop lourd. Le seul son restant était le ronronnement sourd de mon moteur. C'est alors que j'ai remarqué la seconde anomalie. L'air dans l'habitacle est devenu épais, visqueux. Il y avait une vibration basse, presque infrasonore, que je ressentais plus que je ne l'entendais. Cela vibrait dans mes dents, dans les os de mon crâne, une résonance désagréable. J'ai vérifié mes jauges, tout fonctionnait parfaitement. Aucune vibration mécanique suspecte, cela venait de l'extérieur. J'ai plissé les yeux vers l'obscurité. Le paysage semblait avoir perdu sa définition. Les ombres étaient plus profondes, transformant les buissons en masses noires informes. J'avais l'impression de rouler dans un tunnel, alors même que j'étais au milieu d'une plaine immense. Le sentiment d'être observé a commencé à grimper le long de ma colonne vertébrale. C'est une sensation connue des chauffeurs lors des longues nuits vides, mais là, c'était viscéral.
comme si des milliers d'yeux étaient posés sur moi. J'ai bu une gorgée de café pour me secouer. « Tu es juste fatigué, Antoine », ai-je murmuré. Mais je n'étais pas fatigué. J'étais parfaitement éveillé, mes sens en alerte maximale, l'adrénaline commençant à sourdre dans mes veines. La sensation de bourdonnement s'est intensifiée et j'ai commencé à sentir une pression étrange dans mes oreilles, comme lors d'un décollage en avion. C'est là que j'ai vu la lumière. Ce n'était pas un véhicule. C'était un point unique, brillant, d'un blanc pur, flottant immobile à environ 30 mètres au-dessus de la route, peut-être à 800 mètres devant moi. Parfaitement stable. Pas de scintillement. Juste une présence absolue. Ma première pensée rationnelle a été celle d'un hélicoptère. Mais il n'y avait aucun bruit de pale, aucun rotor battant l'air. Rien d'autre que ce sifflement dans mes oreilles et mon moteur. J'ai continué à rouler vers elle, ma vitesse bloquée à 100 km/h. En approchant, j'ai vu que ce n'était pas un aéronef conventionnel. Il n'y avait pas de carlingue, pas de queue. C'était juste la lumière, une sphère parfaite d'une intensité insoutenable, de la taille d'une petite voiture. Curieusement, elle n'éclairait pas le sol en dessous. La lumière semblait contenue en elle-même, ne projetant aucun rayon. Le désert autour restait noir. Mon cœur s'est mis à cogner contre mes côtes. Ce n'était pas naturel. J'ai saisi mon micro-radio, la main tremblante. Ici le transporteur 42, quelqu'un me reçoit. Il y a une lumière étrange devant moi. La seule réponse fut cette même statique violente, encore plus forte qu'avant, qui a jailli du haut-parleur éteint, me faisant sursauter. C'était comme si ma tentative de communication avait réveillé quelque chose. J'étais maintenant à quelques centaines de mètres. L'objet était directement au-dessus de la ligne médiane. Je devais choisir, m'arrêter ou passer dessous. M'arrêter au milieu de nulle part me semblait être une capitulation, une idée terrifiante. Mon instinct de survie me criait de continuer à bouger. J'ai gardé le pied sur l'accélérateur. Au moment où le nez de mon camion est passé sous la sphère, le monde a basculé dans le néant. Le son a disparu, totalement. Le bourdonnement dans mes oreilles s'est arrêté. Le bruit du moteur s'est évaporé. Les vibrations de la route se sont effacées. C'était une privation sensorielle absolue. Le silence du vide spatial. Et la lumière a inondé tout mon pare-brise. Ce n'était pas aveuglant, c'était total, un blanc stérile, clinique. À cet instant précis, une paix étrange m'a envahi, un détachement calme. Toute peur, toute anxiété s'était évaporée. Je me souviens avoir pensé, c'est donc ça. Je ne savais pas ce qu'était ça. Mais sur le moment, tout semblait avoir un sens parfait, une logique mathématique implacable. La chose suivante dont je me souviens, c'est le choc. Une secousse physique violente, comme si mon camion avait heurté un mur invisible. Ma tête a claqué vers l'avant, puis contre l'appui-tête. Le son du monde est revenu dans un rugissement assourdissant. Le moteur hurlait, les pneus crissaient, et la radio émettait un sifflement aigu qui me perçait les tympans. J'étais trempé de sueur froide. Mon cœur martelait ma poitrine comme un animal piégé. J'ai regardé autour de moi, totalement désorienté. La cabine était la même. Le thermos était là. Mais la lumière avait disparu. J'ai regardé dans mes rétroviseurs. Rien que la longue route vide s'étendant derrière moi dans l'obscurité. J'ai pris quelques respirations profondes et saccadées, essayant de retrouver mes esprits. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le volant. J'ai jeté un coup d'œil au tableau de bord, et c'est là que la véritable terreur s'est installée. L'horloge indiquait 1h48 du matin. J'ai fixé les chiffres, mon cerveau refusant de traiter l'information. La dernière fois que j'avais regardé l'heure, juste avant la lumière, il était environ 22h15. J'ai vérifié ma montre bracelet.
1h48. J'ai attrapé mon carnet de bord. Ma dernière entrée datait de 21h, notant ma position. Selon mes calculs mentaux, j'aurais dû me trouver à un certain point kilométrique. J'ai regardé par la fenêtre pour voir une petite borne verte. Le numéro indiqué était presque 300 km plus loin que là où je devais être. 3h30 disparues. 300 km parcourus. Mon esprit s'est emballé, cherchant une explication rationnelle. M'étais-je endormi? Impossible. On ne s'endort pas pour conduire parfaitement pendant 300 km sur une route départementale avec des virages. On dévie, on s'écrase, on meurt. Et j'étais parfaitement éveillé quand j'ai vu la lumière. Je me souvenais de chaque détail. La statique, la vibration, la sphère blanche. J'ai garé le camion sur le bas-côté, les graviers crissant sous les pneus. J'ai coupé le moteur et je suis resté assis là, pétrifié, fixant le vide. 3h30 de ma vie avaient été totalement, absolument effacées. J'avais un souvenir clair de l'instant avant de passer sous la lumière et un souvenir clair du choc qui m'avait réveillé. L'espace entre les deux était un blanc absolu. Ce n'était pas comme un oubli. C'était comme si ce temps n'avait jamais existé pour moi. Pas de rêve, pas d'impression vague. Il y avait avant et il y avait après. L'entre-deux était un gouffre. Je suis descendu de la cabine, mes jambes flageolantes. L'air de la nuit était glacial. J'ai fait le tour de mon véhicule, passant mes mains sur le métal froid, cherchant une marque, une éraflure, une preuve. Le camion était poussiéreux, mais intact. Je me suis tenu là, sous ce vaste ciel étoilé, et je me suis senti plus petit et plus insignifiant que jamais. L'univers me semblait immense et totalement indifférent. Il semblait receler des secrets que l'esprit humain n'est pas équipé pour gérer. La jauge de carburant confirmait l'impossible. Le réservoir s'était vidé proportionnellement à la distance parcourue. Mais mon corps, lui, se sentait comme s'il avait été passé à tabac. Mes muscles étaient douloureux, raides. J'avais une migraine pulsatile derrière les yeux. J'ai fini le trajet dans un état second. Je n'ai pas rallumé la radio. Je ne me suis arrêté pour rien. Je suis arrivé à destination en avance, grâce à ces kilomètres inexpliqués. Le chef de quai a fait une plaisanterie sur le fait que j'avais dû avoir le vent dans le dos. J'ai juste hoché la tête, forçant un sourire livide. Comment pouvais-je lui dire que j'avais perdu un morceau de mon existence sur une autoroute fantôme? Depuis des années, j'essaie d'oublier, mais je ne peux pas. Cela me revient dans les moments de calme. La sensation de cette vibration dans mes os, la vue de cette lumière blanche parfaite, le retour terrifiant à la réalité. Je continue de conduire. C'est la seule vie que je connais. Mais je suis différent. Je regarde le ciel nocturne avec une angoisse sourde désormais. J'évite cette route spécifique à tout prix. Et parfois, tard la nuit, quand la route est sombre et que le monde dort, je peux encore sentir ce bourdonnement bas dans mes dents. Et je me demande si cela reviendra un jour chercher le reste de moi. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé dans ce vide de 3h30. Une partie de moi est terrifiée à l'idée de le savoir. Mon esprit a-t-il été simplement mis en pause? Ai-je été ailleurs? L'ignorance est la pire des tortures. C'est une question lancinante au fond de mon crâne. Je suis là, mais une partie de moi est restée là-bas, suspendue dans ce blanc stérile, attendant indéfiniment un réveil qui ne viendra peut-être jamais. C'est un surnom que j'ai gagné il y a bien longtemps, sans doute à cause de ma carrure. Je fais près de 2 mètres, avec des épaules larges comme le portail d'une grange et une barbe qui masque la moitié de mon visage depuis 3 décennies. Pendant 40 ans, ma vie s'est résumée à transporter du bois et du charbon sur les routes sinueuses et traîtres de nos montagnes. Ces routes,
Ce ne sont pas juste des lignes sur une carte pour moi. Ce sont les veines d'une créature ancienne et endormie. Je connais chaque virage en épingle qui essaie de vous jeter dans le vide, chaque montée abrupte qui teste la volonté de votre moteur, et chaque vallon obscur où le brouillard s'installe si épais qu'on jurerait conduire à travers un verre de lait. Les anciens du coin, ceux qui ont des racines aussi profondes que les vieux chênes, ils racontent des histoires. Ils disent que la montagne vous observe. Ils disent qu'il y a des choses dans les bois profonds, dans les vallées ombragées, qui étaient vieilles avant même que l'homme ne trace le premier sentier. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était des superstitions, des contes pour effrayer les enfants et les touristes. Je ne le pense plus. Pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui? Pourquoi maintenant, après tant d'années de silence? Parce que je viens de rendre mes clés. J'ai pris ma retraite hier et la nuit dernière. En regardant par la fenêtre de ma chambre, j'ai vu ce même brouillard descendre des collines. J'ai besoin de l'expulser de ma mémoire avant qu'il ne m'étouffe. Il faut que quelqu'un sache. C'était à la fin de l'hiver, il y a plus de 20 ans. L'air avait ce froid humide, pénétrant, qui vous glace jusqu'aux os et promet de la neige sans jamais la donner. Je conduisais un camion vide, revenant vers mon dépôt après une livraison loin au sud. Un camion vide, c'est toujours désagréable. C'est trop léger, ça sautille. C'est nerveux, comme un cheval qui a perdu son cavalier. Il était tard. L'horloge du tableau de bord affichait un peu plus de minuit. La route était glissante, recouverte d'un film gras d'humidité. Et puis, le brouillard a commencé à rouler depuis les sommets, comme une avalanche au ralenti. Il s'accrochait au creux, avalant la route tout entière. C'est normal en montagne. On apprend à respecter le brouillard. Ce n'est pas juste de la vapeur d'eau. C'est un rideau qui peut cacher n'importe quoi. Alors, on ralentit, on serre le volant un peu plus fort, on allume les pleins phares, ce qui est une erreur, car la lumière frappe ce mur blanc et vous aveugle encore plus. Je naviguais sur une section particulièrement vicieuse, une route étroite, bordée d'une falaise suintante d'un côté et d'une chute à pic vers une forêt noire de l'autre. Pas de glissière de sécurité. Juste quelques poteaux en béton datant d'une autre époque qui n'auraient même pas arrêté un vélo, encore moins un poids lourd de plusieurs tonnes. Mon univers avait rétréci. Il se limitait aux 15 mètres de bitume éclairé devant moi. Le brouillard devenait plus dense à chaque seconde. Il ne se contentait plus de flotter. Il semblait se solidifier. Il tourbillonnait dans la lumière de mes phares, formant des formes étranges, fugaces, que mon esprit fatigué essayait de transformer en visages ou en animaux. J'ai conduit dans des purées de poids des milliers de fois, mais là, c'était différent. Ce brouillard semblait intentionnel. Il semblait se refermer sur moi, comme un prédateur isolant sa proie du reste du troupeau. La cabine était silencieuse, à part le ronronnement rassurant du gros moteur diesel et le rythme hypnotique des essuie-glaces. Fouip, fouip, qui menait une bataille perdue d'avance contre la condensation. Ma radio était éteinte. De toute façon, il n'y a pas de signal dans ces gorges profondes. Juste le souffle statique des fréquences mortes. Ce silence, combiné à cette blancheur oppressive et sans visage à l'extérieur, ça commençait à m'atteindre. J'avais l'impression d'être le dernier homme sur Terre, conduisant à travers un néant blanc à la fin des temps. Puis le brouillard est devenu absolu. Je ne traversais plus quelque chose. J'étais dedans. Je ne voyais plus les lignes jaunes au sol. Je ne voyais plus les poteaux réflecteurs. Je ne voyais même plus l'ornement chromé au bout de mon propre capot. C'était l'expérience la plus désorientante de ma vie. J'ai ralenti l'engin au pas. 5 km à l'heure, peut-être.
Mes jointures étaient blanches sur le volant. Mon cœur battait un rythme paniqué contre mes côtes. Tout mon instinct, 40 années de métier, me hurlait de m'arrêter. Mais s'arrêter au milieu d'un virage aveugle sur cette route, c'est signer son arrêt de mort. Je devais avancer, centimètre par centimètre, en priant pour que le sol soit toujours sous mes roues. Et soudain, sans un bruit, sans un « ok », le moteur s'est coupé. Pas de tout mécanique, pas de voyant d'alerte. Juste une rupture nette. Un instant, le camion était une bête vivante et vibrante sous moi. L'instant d'après, une masse inerte. Un silence profond, assourdissant, s'est engouffré dans la cabine. Les lumières du tableau de bord ont vacillé une fois, un spasme vert, et se sont éteintes. Mes phares ont disparu, plongés dans le noir total. La seule lueur venait du brouillard lui-même, une sorte de phosphorescence laiteuse et fantomatique que je n'avais jamais vue auparavant. J'étais dans un camion mort, aveugle, sur l'une des routes les plus dangereuses du pays. La panique, froide et tranchante comme un éclat de verre, a commencé à monter. J'ai tourné la clé de contact. Rien. Pas un clic. Pas un grognement du démarreur. Le silence absolu. J'ai réessayé, secouant la clé, pompant la pédale. Mort. La batterie était vide, ce qui n'avait aucun sens. Elle était neuve, installée la semaine précédente, assez puissante pour démarrer une locomotive. J'ai actionné l'interrupteur du plafonnier. Rien. La radio? Rien. Le klaxon? Rien. Mon camion de 20 tonnes était devenu un cercueil de métal. J'étais totalement impuissant. Je suis resté assis là, pour ce qui m'a semblé être une éternité. Ma propre respiration embuait l'air froid de la cabine. C'était la seule preuve que j'étais encore en vie. Le silence était la chose la plus angoissante. En montagne, il y a toujours du bruit. Le vent dans les sapins, le cri d'un oiseau nocturne, l'eau qui ruisselle sur la roche. Mais là, rien. Un silence plat, artificiel, comme l'intérieur d'une chambre insonorisée. Et ce brouillard lumineux, pressé contre les vitres, immobile, qui regardait. Je ne sais pas combien de temps je suis resté figé. Le temps semblait avoir perdu son sens. 5 minutes, 1 heure. J'étais juste là, écoutant le tambourinement terrifié de mon propre cœur. Et puis, à travers le silence, j'ai entendu un son. C'était doux, rythmé, et totalement impossible. Tac, tac, tac. Ça venait du côté passager. Mon sang s'est glacé, se transformant en boue dans mes veines. Lentement, avec une réticence douloureuse, j'ai tourné la tête. Mes muscles cervicaux hurlaient de protestation. Mes yeux scrutaient l'obscurité vers la vitre de droite. Le bruit a continué, lent, délibéré, comme s'il avait un but précis. C'était sur la vitre de la portière passager, juste à côté du siège vide. Tac, tac, tac. Mon esprit hurlait. Une plainte aiguë de pure terreur. Qui, ou quoi, pouvait bien être là dehors, dans ce brouillard, sur cette route déserte, suspendue au-dessus du vide? Ma première pensée rationnelle a été celle d'une branche poussée par le vent. Mais le son était trop précis, trop rythmé. Ce n'était pas le grattement aléatoire du bois, c'était un coup. Quelqu'un ou quelque chose frappait à ma porte. Je n'ai pas bougé, je n'ai plus respiré. Je fixais juste le noir de la vitre passager. Toutes les légendes de mon enfance me revenaient en mémoire. Les histoires de ces choses qui errent sur les vieilles routes, cherchant un moyen d'entrer. Le tapotement s'est arrêté. Le silence qui est revenu était encore plus terrifiant. J'ai attendu. Chaque muscle de mon corps était tendu, prêt à rompre.
Et c'est là que je l'ai vue. Et cette vision a brisé quelque chose en moi. Une empreinte de... Elle apparaissait lentement sur l'extérieur de la vitre passager, comme si une paume, enduite d'un fluide sombre et visqueux, pressait contre le verre humide et froid. C'était une main longue, trop longue. Les doigts étaient anormalement fins, étirés, se terminant par ce qui ressemblait à des ongles sales et pointus. Ce n'était pas une marque de condensation normale, laissée par la chaleur d'une peau humaine. Non, cette empreinte était noire, comme faite de graisse ou d'huile ancienne. Elle se formait de l'extérieur vers l'intérieur, les détails émergeant de la brume. Je pouvais voir les tourbillons des empreintes digitales, les lignes délicates de la paume. C'était horriblement détaillé. J'ai laissé échapper un son, un halètement étranglé, avalé par l'air mort de la cabine. J'ai reculé dans mon siège, un mouvement maladroit et paniqué, me pressant contre ma propre portière, comme si je pouvais fondre à travers l'acier pour m'échapper. L'empreinte est restée sur le verre un long moment. Une silhouette sombre et parfaite contre le brouillard lumineux. Une carte de visite venue d'un cauchemar. Et puis, aussi lentement qu'elle était apparue, elle s'est effacée. Elle s'est rétractée dans la brume, disparaissant dans le néant. À l'instant précis où l'empreinte a disparu, mon camion a rugi. Il est revenu à la vie avec la violence d'une résurrection. Les lumières du tableau de bord ont flamboyé, m'aveuglant. Les phares ont découpé un chemin brillant et clair à travers la nuit. La radio s'est mise à hurler à plein volume, crachant des parasites stridents. L'explosion soudaine de lumière et de son a été si choquante que j'ai crié. Un cri primal, brut. Le moteur tournait. Le chauffage soufflait de l'air chaud. Tout était normal, sauf le brouillard. Il avait disparu, pas dissipé, pas éloigné par le vent, juste disparu. Une seconde, c'était un mur impénétrable. La seconde suivante, le ciel était une toile d'un noir cristallin, piqué de milliards d'étoiles froides. La lune, presque pleine, jetait une lumière d'argent sur la vallée, révélant chaque arbre, chaque rocher, chaque centimètre de la route. C'était comme si le brouillard avait été un rideau et que quelqu'un venait de l'arracher brutalement. Je suis resté assis là, tremblant violemment, pendant 1 minute entière. Mon esprit n'arrivait pas à réconcilier les deux réalités. Le brouillard étouffant et silencieux, et cette nuit paisible, limpide. Avec une précaution infinie, je me suis penché pour regarder la vitre passager. Elle était propre. Pas d'empreinte, pas de taches, pas de résidus huileux, aucune trace de la main qui était là quelques instants plus tôt, comme si cela n'avait jamais existé. Mais je savais ce que j'avais vu. Mon seul instinct a été de fuir. J'ai enclenché la vitesse et j'ai écrasé l'accélérateur. Les pneus ont crissé en protestant alors que je m'arrachais à cet endroit maudit. J'ai conduit le reste du chemin dans un état d'alerte totale, mes yeux sautant vers le rétroviseur toutes les quelques secondes, m'attendant à voir ce brouillard blanc et malveillant se refermer derrière moi. Quand je suis finalement arrivé chez moi, la vue familière de ma maison, un phare de normalité, j'ai regardé l'horloge du tableau de bord. Elle indiquait 4h15 du matin. J'ai vérifié ma vieille montre au poignet. 4h15. C'était impossible. Mon esprit luttait avec les mathématiques. Quand mon camion s'était arrêté, il était minuit passé de quelques minutes. J'étais resté sur cette route, dans le noir, paralysé par la terreur. Pendant quoi? 30 minutes? 40 minutes au maximum selon mon ressenti. Mais les horloges, ces témoins impartiaux et impitoyables, insistaient sur le fait que près de 4 heures s'étaient écoulées. 4 heures? Où étaient-elles passées? Je n'en avais aucun souvenir.
Ma mémoire était une ligne droite ininterrompue. La conduite dans le brouillard, la panne, le silence, le tapotement, la main et le retour brutal à la réalité. Il n'y avait aucun trou dans ma perception, aucune sensation d'avoir dormi. Mais le monde avait avancé de 4 heures sans moi. J'ai essayé de rationaliser. Dieu sait que j'ai essayé. Peut-être que je me suis endormi. Un cauchemar lucide. Une paralysie du sommeil. Mais ça n'explique pas le camion mort. L'électronique qui lâche et qui revient d'un coup. Ça n'explique pas la disparition instantanée du brouillard. Et surtout, j'ai vérifié ma jauge de carburant. Elle était exactement là où elle devait être pour la distance parcourue. Le moteur n'avait pas tourné au ralenti pendant 4 heures. J'avais juste cessé d'exister pendant 4 heures, dans une bulle de temps où quelque chose d'autre avait le contrôle. Je n'ai jamais raconté l'histoire complète à ma femme. J'ai juste dit que j'avais dû m'arrêter à cause du brouillard et que j'avais somnolé. Comment dire à la personne qu'on aime qu'on pense avoir rencontré quelque chose dans la montagne? Quelque chose d'ancien, qui vit dans la brume et frappe aux fenêtres des voyageurs isolés? Comment expliquer que cela m'a pris 4 heures de ma vie et n'a laissé que le souvenir d'une main huileuse sur une vitre? Et un point froid dans mon âme qui ne se réchauffera jamais. J'ai continué à rouler sur ces routes. C'était mon métier, c'était ma vie. Mais je ne roulais plus la nuit si je pouvais l'éviter. Et chaque fois que je voyais le brouillard commencer à descendre des collines, je sentais ce nœud glacé se serrer dans mon estomac. Je m'arrêtais au premier relais routier, à la première aire de repos éclairée. Et j'attendais, peu importe le retard. Je ne rentrais plus dans le brouillard. Parce que je sais ce qu'il y a dedans. Ou plutôt, je sais que quelque chose y est. Et je n'ai aucune envie de découvrir ce qui se passerait s'il décidait, la prochaine fois, de prendre plus que mon temps.